Déjà, les clips l'annonçaient, et nous l'avons annoncé dès l'entame de l'émission, que nous allons recevoir un artiste musicien. Il continue toujours à être un artiste, nous allons le savoir, mais il est beaucoup plus politique ces derniers temps, beaucoup plus politique. Et, il est au cadre de la Mouka, connu sous le nom de Lexus Légal, mais lui, son nom c'est Ndenda Lex, secrétaire national en charge de l'identité culturelle à l'ECID, au cadre dans la Mouka. Monsieur Lexus, bienvenue. Bonjour, monsieur Gilles. Une première de vous avoir sur ce plateau. L'année passée, je vous ai raté plus d'une fois. Ça, c'est vrai. J'ai annoncé plus d'une fois à nos téléspectateurs. Déjà, je commence par vous présenter mes sincères excuses. Il y a une raison de fond aussi dans tout ça. Je n'aime pas excuses et mais effectivement, il y a une raison de fond. C'est que aussi, je présente mes voeux parce que nous sommes pendant ces mois de janvier, mais et surtout au promoteur, à monsieur Jean-Marie Kassamba, qui, en ce moment-là, on s'est fait à peu près 3 ans qu'on s'est vu, 4 ans qu'on était quelque part. Et à ce moment, il m'a dit, parce que je suis arrivé ici que le jour de l'inauguration de la chaîne, enfin, j'étais parmi les invités. Après, je ne suis plus vraiment revenu. Mais quand on s'est vu, il m'a dit, écoutez, l'ancienne équipe qui est partie, moi et lui, on a une manière de fonctionner. Il m'a dit, je vais vous fixer par rapport à ça. Pour l'instant, stand-by, attends mon go et on va faire des choses. Mais c'est sûr qu'après, lui, il a été empêtré dans plein de choses. Et moi aussi, dans mon cheminement, beaucoup de choses. Donc, on a attendu ça. Mais bon, bref, on aura le temps de débriefer. Donc, vraiment, mes sincères excuses. Mais là, c'est bon. Je crois que le problème enfin, je vais dire, maintenant, ça va. Alors, vous êtes là. Ici, dans votre équipe, on vous a vu en tant qu'artiste musicien. C'est quoi? Qu'est-ce qui a basculé aujourd'hui? Vous êtes beaucoup plus politique que musicien. Je ne sais pas s'il y a forcément quelque chose qui a basculé, mais bon, la réalité est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que... Moi, j'ai toujours dit aux gens qu'un jour, il va falloir qu'elle en débriefe sérieusement. C'est une forme de courage. Et surtout, un côté... mon dernier album qui devrait sortir, qui n'est pas sorti malheureusement, s'appelait Stade de Martyr. Et en fait, j'ai dit encore tout plein de choses là-dedans. Mais l'album qui est resté en ligne de mire depuis lors, Léopard, il y a plusieurs chansons où j'ai tenté de dire au revoir. Pas tenté, enfin, il y a par exemple une chanson comme Corps du Christ où je disais Nazala Nyongana Nina na futate, avant la tika korape, Nani na futate, enfin, je vais partir. Mais les gens, pour eux, enfin, c'est naturel qu'un artiste puisse les dire. Quand je suis arrivé dans le rap, je leur ai dit bonjour. En partant d'une certaine manière, je disais au revoir. Il y a une chanson qui s'appelle Ma part, où je suis avec mon fils dans le clip, et où j'ai dit carrément, un jour si je tombe, il ne faut pas que tu ricanes, j'aurais fait ma part pour l'Afrique et surtout pour les ruelles de Kinshasa. Et je le dis aussi dans cette chanson, mais bon, après les gens, comme j'ai dit, ils ont une façon de comprendre les choses. Mais je crois que le point de rupture, que vous pouvez facilement appeler basculement, est arrivé par rapport à un constat. Je suis arrivé, on a fait une grande réunion le 30 juin 2015 à Ouagadougou avec l'ensemble de mes amis, c'est-à-dire vraiment l'Afrique révolutionnaire, les panafricains, les mouvements citoyens et surtout les artistes majeurs engagés de l'Afrique qui étaient dans cette réunion. Et moi, j'en étais arrivé à un constat, c'est-à-dire qu'après le combat avec M. Wade au Sénégal, on a prêté main forte comme l'on pouvait. Après le combat, enfin, à Yanamar et autres, après le combat contre Compaoré, les citoyens et autres, ce qui était clair est que les nôtres n'y étaient pas quand les différentes, on va dire, ceux qui ont pris à ce moment-là le pouvoir, alors que le pouvoir c'était d'abord le peuple, mais ceux qui ont pris le pouvoir réellement, l'effectivité du pouvoir, le nôtre n'était pas représenté. Et certains disaient, nous, ce qui nous intéresse, c'est être un mouvement citoyen, c'est dénoncer. Moi j'ai dit non, moi dans mon pays on a suffisamment de problèmes, et surtout dans le corps des culturels. Aujourd'hui encore nous parlons des choses, mais vous savez qu'il n'y a toujours pas des statuts d'artiste dans ce pays. C'est-à-dire que socialement, l'artiste, enfin on va dire au niveau social, il n'est pas du tout protégé. Il n'y a pas de cotisation, il n'y aura pas de retraite. On n'a rien défini en ce qui concerne, donc on s'appelle professionnel pour s'appeler. Combien d'artistes, déjà il n'y a pas un cadre, combien peuvent aller à la CNCS aujourd'hui? Ça n'existe pas. Là on ne cotise pas, on n'a rien défini. On s'appelle professionnel pour s'appeler. Combien d'artistes, déjà il n'y a pas un cadre, combien peuvent aller à la CNCS aujourd'hui? Ça n'existe pas. Là on ne cotise pas, on n'a rien défini. On s'appelle professionnel pour s'appeler. Combien d'artistes, déjà il n'y a pas un cadre, combien peuvent aller à la CNCS aujourd'hui? Ça n'existe pas.
On est dans cette incertitude de ne pas savoir ce qu'on va gagner le lendemain. Quel est notre statut, intermittent ou pas? Toutes ces questions ne sont pas définies, résolues jusqu'à présent. Vous avez la loi sur la politique culturelle. Énorme chantier. Après, au-delà des blablabla que les gens vous disent, c'est passé en conseil de ministre, tout ça, les genres de copies-coller qu'on nous présente. Mais dans son sérieux, ben, il y a eu beaucoup en termes de réflexion. Enfin, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, le Français et les autres avaient mis un peu d'argent avec le gouvernement et tout le reste pour tenter de mener une réflexion par rapport à la loi sur la politique culturelle. Et Madame Aminata Traoré, l'ex-ministre malienne de la Culture, était même pressentie pour venir ici, pour tenter de venir aussi réfléchir avec les autres pour qu'on avance vite. Malheureusement, ça ne s'est toujours pas fait. Donc la précarité de l'artiste, la précarité du monde culturel est voulue et entretenue. Et pour cela, il faut que ceux qui connaissent réellement, les pratiquants et autres, à un moment se disent, il faut y aller. Où est-ce qu'on devait y aller au départ ? En 2015, le 30 juin, j'ai dit à mes amis, s'il y a les élections, parce que c'était pressenti en 2016 à cette époque-là, s'il y a les élections chez moi, moi je vais me présenter. Je ne veux pas Président. Non, je leur avais dit, je vais me présenter pour aller à l'Assemblée nationale. Parce que là, j'estimais que c'est à l'Assemblée nationale que la solidarité nationale a rompu. C'est-à-dire que ceux qui étaient censés nous représenter à l'Assemblée nationale se sont totalement vendus. Et donc, à partir de là, le compte du peuple n'y est pas. Jusqu'à présent, on a à peu près la même chose. Quand ceux qui dénoncent le plus par rapport à cette situation le disent clairement. Enfin, notre compte n'y est pas. La plupart des députés, ils y arrivent et vous connaissez ce qui se passe. Là encore, il y a des jeeps qui vont encore arriver pour eux. Un autre scandale. Mais l'appétit, le côté vorace ne s'arrêtera jamais et le compte du peuple n'y est toujours pas. Donc voilà, à un moment donné, je me suis décidé, en tant que culturel, d'y aller, de me présenter sous cet emblème-là. Pour ne pas que je me perde dans ce n'est pas parce que vous vous êtes retrouvé sans argent que maintenant vous avez voulu vous lancer en politique et qui devient un monde un peu facile. Voici de 2015 à aujourd'hui, parce qu'après il n'y a pas eu élection en 2016, vous vous rappelez, donc après, prenons de 2018 à aujourd'hui, la politique m'a déjà donné quoi? Qu'est-ce que ça m'a donné? Je veux dire financièrement, mais comment? Ça aussi, c'est une insulte, non seulement faite à l'intelligence, mais aux Congolais et tout simplement à cette forme de prédation. C'est-à-dire que vous êtes tous convaincus qu'en politique, les gens gagnent l'argent de manière égoïste. Oui, ça se constate. Et beaucoup de jeunes, il suffit seulement de terminer leurs études, ils se lancent d'abord en politique. Bon, quoi qu'un constat n'est pas forcément une certitude absolue. Mais ce que je vais dire par là, si en politique il y a autant d'argent, comme on le dit, les gens qui s'enrichissent illicitement, enfin, l'enrichissement sans cause, ils achètent des maisons. Mais il faut que tous les Congolais viennent en politique. Il faut qu'on vienne nous tous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. C'est-à-dire qu'on n'arrive déjà pas à trouver des emplois pour les jeunes. Pour nous tous d'ailleurs, on est des espèces de chômeurs déguisés. À un moment donné, on va créer 6 millions d'emplois. Et puis vous avez des énormités comme une personne qui passe à la télévision et qui dit, enfin dans les médias, et qui dit carrément que dans les 6 millions d'emplois créés, je pense, vous devez intégrer les travailleurs, enfin les ménagères, enfin les femmes des ménages ou hommes des ménages et autres. Et vous dites, mais ça aussi, ça pouvait exister avant. Comment vous faites pour les comptabiliser? C'est vous qui avez créé des conditions, ces emplois d'ailleurs qui sont naturellement précaires d'une certaine manière. Quand vous avez des énormités pareilles, vous vous dites, mais pourquoi tous les Congolais ne viennent pas en politique? Peut-être qu'à partir de là, on sera tellement nombreux que la justice sociale devra naturellement s'appliquer. Et malheureusement, c'est toujours enfin, il y a ça, il y a l'argent, vous partez pour l'argent, mais les gens sensés, prudents, les intellos et les pseudo-élites, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah non, vous êtes très bon dans ce que vous faites, continuez la musique, n'allez pas dans ce monde qui est sale. Vous laissez les gens sales conduire à votre devenir et vous pensez qu'un jour vous aurez un avenir propre. Donc à un moment donné, il y a des contradictions qu'il faut aussi résoudre. Non, ça devait être une affaire des gens de bonne moralité, des gens qui ont le souci de leur peuple, et moi je continue à croire en cela, j'ai continué à partager ces valeurs-là, voilà pourquoi je suis avec M. Martin Fayoulou, et ça nous fait... Et pourquoi vous êtes avec Martin Fayoulou? Ben voilà, c'est ça la suite de ce que j'étais en train de dire, c'est aussi les valeurs et les principes. Vous avez constaté que depuis, en tout cas moi j'ai rejoint le parti officiellement en 2019, l'ensemble, enfin je veux dire, l'AMUCA, je suis venu en tant que candidat de 2018,
je ne fais que découvrir les multiples facettes de l'homme. Dieu merci, je l'ai accompagné à peu près un peu partout où il est parti en 5-6 ans. Donc, ça me donne la dimension de l'homme. Mais si vous constatez, en tout cas depuis 2018, je ne parle que pour ce que je connais, je ne me rappelle pas qu'un jour nous avons fléchi en disant, écoutez, nous allons rejoindre le pouvoir parce que, comme on appelle ici, mangeoire. Et la preuve y est, mais nous sommes restés. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Et vous ne regrettez pas la décision de Martin Fayulu d'interdire à certains militants de participer aux élections législatives alors que lui-même s'est présenté aux élections présidentielles? Alors que vous, vous étiez un candidat potentiel et puis avec tous les atouts. Bon, alors, faisons un effort de ne pas faire des amalgames et surtout de nous habituer à la complexité, pas céder aussi facilement à l'émotion. Ce que vous venez de dire, je vous le concède, mais c'est une distorsion de la réalité ou de la vérité de fait. Comment ça? C'est-à-dire que M. Martin Fayulu n'a jamais interdit qui que ce soit de pouvoir se présenter. Il y a eu d'abord une décision logique du groupe, pas que de la MOCA, mais même dans le cheminement du combat que l'on a mené ensemble avec les autres opposants. Tout concourait que l'on ne participe pas dans ces élections. C'est-à-dire que vous prenez le début, les réformes que nous avons proposées au sein de la MOCA, toutes les rencontres, quand on est à Lubumbashi avec M. Sessanga, avec M. Katumbi et autres, quand on s'est retrouvés enfin, on va dire, on a fait même une déclaration par rapport à cela pour mener les actions pour stopper la dictature. Mais bon, in fine, on parlait du processus électoral. Tout concourait. Parce que dans ça, les victoires d'étape n'étaient pas forcément obtenues et M. Tshisekedi continuait à avancer pour nous dans le mauvais sens. Alors, dans ça, arrivé à la fin, il y a eu cette histoire de l'audit du fichier électoral. Nous avons été butés, les catholiques et autres demandent même l'audit citoyen. Ben, le pouvoir résiste et refuse. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas qui sont à l'intérieur de ces fichiers. Nous avions des projections sur le nombre des cas litigieux qui pouvaient être dans ces fichiers que nous n'accepterions en ces temps-là. Nous n'étions pas d'accord quant à ce. Et malheureusement, tout ceci n'a pas abouti. Donc, il fallait, de manière intelligente, trouver une décision, enfin, poser un acte qui fasse réfléchir les autres que non, si vous ne voulez pas, nous laissons cette histoire-là parce que ce n'est pas tenable. Et c'est ainsi que nous avons produit cette déclaration qui, à la base, a été une déclaration qui aurait dû être commune avec les autres membres de l'opposition. Et malheureusement, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, les autres n'ont plus souscrit, alors que jusqu'à la dernière minute, il était juste question de pouvoir signer, parce que toute la nuit, il y a eu le texte, il y a eu toilettage du texte par les uns et les autres. Et nous avons dit, nous n'allons pas participer tant que. Il y avait le tant que. D'accord? Alors, à un moment donné, effectivement, nous sommes dans cette position, et à l'intérieur, il y a eu quand même ébullition. Mais non, mais comment pour des gens qui étaient pressés de pouvoir y arriver, vous savez comment. Mais après, M. Martin a dit, bah, écoutez, c'était une décision d'ensemble, mais si certains parmi vous trouvent qu'il faut impérativement participer, on a fait des calculs nets sur nos candidats, que ce soit de l'intérieur ou d'ici, qui n'avaient pas la capacité de pouvoir payer. Vous savez que la caution existe quand même et ça coûte beaucoup d'argent. Et à ce moment, M. Martin avait sorti le montant, même au-dessus des nombres de candidats. Il dit, voilà, moi je vous mets ce montant sur la table, trouvez une formule et vous pouvez être libre de pouvoir participer dans ces élections si vous commencez à estimer que cette décision, vous aurez du mal à pouvoir l'assumer jusqu'au bout. Mais les gens ne se sont pas montrés à la hauteur de ces défis, alors que sur la table, il y avait moyen de pouvoir, il y avait l'argent, donc il y avait moyen de pouvoir réfléchir. Donc ce n'est pas sa décision. Il n'a jamais interdit. La preuve, ceux qui se sont sentis dans la capacité de pouvoir le faire sont allés ailleurs, en toute liberté. Personne n'a été empêché. Ils sont partis, ils ont rejoint le docteur Mukwege. Les gens sont partis là où ils sont partis. Après, il y a eu ça. Ce qui s'est fait est que tout au long de ce processus, il y a eu beaucoup d'appels des pieds. Vous vous rappelez même que ce soit les catholiques, à un moment donné, ils sont à la télévision, ils citent dans le média, ils citent nommément M. Martin qu'il faut qu'il rentre dans le processus. D'autres ont donné des garanties
que les résultats seront publiés. On ne va pas commettre la même erreur que l'on a fait la dernière fois, de pouvoir entendre tout ça. Il y a eu beaucoup de tractations, beaucoup de gens qui sont intervenus pour que, à la fin, l'ensemble lève l'option. Parce qu'il y avait quand même, les gens étaient dans l'attente de dire que peut-être, vu que la période de calendrier donnée pour que les candidats à la législature nationale, je veux dire les députés, déposent, ces calendriers étaient passés. Les gens pensaient qu'à un moment donné, il y aurait une mesure. Des gens comme nous, on a dit non, on ne va pas négocier sur ça. Si c'est passé, c'est passé. Voyons voir ce qui pourrait se faire maintenant dans la partie présidentielle. Et quand l'ensemble a levé l'option que Martin devait y aller, on a assumé cela et puis il est parti. Mais pour moi personnellement, que je n'ai pas été dans cette histoire-là, je ne peux pas dire heureux, mais j'aurais des choses à dire à mon fils ou à ma fille. Un jour, montrer quand même que malgré qu'il y avait cette chance, c'est-à-dire on avait des probabilités des Vous ne le regrettez pas, vous? Non, je ne pense pas que je regrette, parce que ce qui est arrivé est encore pire. La distribution des machines. Mais vous avez accompagné le pouvoir dans cette forfaiture. Si vous dites que nous avons accompagné le pouvoir, vous auriez dû peut-être garder votre position, surtout la position de ne pas participer, et ça aurait peut-être on nous aurait aussi dit autre chose. Quand on a décidé de ne pas participer, les gens ont dit « Monsieur Tshisekedi a payé Martin pour qu'il ne participe pas pour laisser le couloir ». Quand on revient avec la candidature de la présidence, on nous dit « Ah non, il a encore été payé de nouveau pour venir perturber l'opposition ». On aurait toujours trouvé des raisons. D'accord? Maintenant, les faits sont là, nous avons fait. Si nous n'étions pas là, comment pensez-vous réellement que l'histoire des machines et autres, la fraude énorme, ce que nous avons appelé simulacre d'élection, comment pensez-vous que cette histoire allait être relevée de la sorte? Parce qu'ils allaient dire, vous n'êtes pas dans le processus, ben ça ne vous concerne pas. C'est un échec. Que ce soit de l'organisation, c'est une honte pour ceux qui sont à la tête du pays d'être passés de cette manière-là. Et à partir de là, nous dire que le gouvernement, c'est-à-dire le temps long qu'ils ont mis à mettre en place le gouvernement était un frein de la Constitution, ce n'est qu'un prétexte. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des gens, avec des machines partout, et dans cette fourberie qui n'a pas dit son nom, c'est fourre-tout, chacun a dit j'ai ramené 1 million de voix, 2 millions, je vous ai voté, et à la fin, pour pouvoir satisfaire les uns et les autres, ils sont rentrés dans des histoires d'un informateur, de ceci, ils ont perdu le temps eux-mêmes, alors que la Constitution n'a rien à voir avec tout ça. Alors c'est le Congo qui a perdu, comme d'habitude. Voilà, vous êtes derrière Martin Fayulu, ou vous soutenez Martin Fayulu. On vous a vu, vous ne l'avez pas condamné les tout derniers propos lorsqu'il s'adressait à la nation. Martin Fayulu aurait utilisé des propos tribaux et cela a énervé certaines tendances. Bon, écoutez, j'aurais tellement voulu, par exemple, que vous ayez cette adresse à la nation du 30 décembre 2024 pour que l'on en discute, mais ça encore, comme j'ai dit, attention, ça s'appelle l'effet miroir. D'accord. L'effet miroir, c'est-à-dire ceux qui ont levé leurs doigts pour pouvoir protester. Non, enfin, il est tribaliste, écoutez ce qu'il a dit, tout ça. L'effet miroir. Les Congolais sont là, ils le seront. Nous, on a toujours combattu le tribalisme. On aurait pu commencer cette émission, j'espère qu'on va la terminer, en rendant un vibrant hommage à Elias Okitasombo Lumumba. Et peut-être, vous allez voir qu'il y a des similitudes directes avec Martin. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, je suis profondément lumumbiste. Et le tribalisme, ce n'est pas du tout moi. Donc, vous me dites de condamner des propos que, en fait, quand le président Martin Fayulu lit ses propos, c'est-à-dire il le lit en notre nom. Cela veut dire qu'il y a eu des discussions internes pour pouvoir avoir le mot, même si les discours étaient écrits par lui, en grande partie. Mais vous devez savoir que ce n'est que le point 5, le tribalisme primaire. C'est le point 5 d'un constat, de ce qu'on appelle un bilan, le constat d'un bilan. Il y avait 9 autres points, c'est-à-dire que ce soit la pauvreté, la sécurité, on va dire, l'intégrité territoriale, qu'est-ce que je peux dire, la diplomatie défaillante, et ainsi de suite. Il y en avait 9. Dieu seul sait. Quand vous dites que certains ont protesté et autres, qui ? On a eu 2 ou 3 personnes de l'UDPS qui ont protesté et qui malheureusement n'ont pas été capables de pouvoir même aller sur les autres, c'est-à-dire les 9 autres points,
et pointer et dire que non, non, nous avons réussi ça, ça c'est pas possible, il a dit ça. Personne n'a rencontré M. Martin dans ses réels propos. Vous nous parlez du tribalisme. Moi, je peux dire tout simplement, quand vous habitez dans une maison de verre, ne lancez pas des pierres aux autres. D'accord? Dans ce même point 5, pour ne pas m'étaler beaucoup, M. Martin dit, dans ce même point 5, où il parle du tribalisme primaire, il dit exactement, nous n'accepterons pas que nos frères et sœurs soient instrumentalisés à des fins machiavéliques et politiciennes. Il le dit. Nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs. Vous n'avez pas cité la tribu? Mais écoutez, quand on vous dit des nominations à base tribale, ce n'est pas la tribu que l'on traite. C'est lui qui nomme, oui, qui a cette tendance. Mais dans ça, pourquoi vous allez dire... Les gens de cette tribu se sentent concernés. Ils disent que non, vous attaquez au Balouba et c'est ce qui a fait... certains m'ont même sorti en disant, ouais, c'est le Kassai, c'est le Balouba. Il ne faut pas insulter l'intelligence des gens. Moi-même, je suis du Grand Kassai. Il ne faut pas insulter. On a parlé d'une tendance là-dedans, d'accord, mais ce n'est pas la tribu. Martin ne s'est jamais attaqué. Mais comment il peut d'abord faire ça? C'est quelqu'un qui est né à Kinshasa. Donc, foncièrement, quinois dans la manière de voir des choses, où on ne connaissait même pas ce que c'est que la tribu. Où les gens étaient ce qu'ils sont, nous tous. Non, on n'est pas dans ça. Rappelez-vous en 2019, toute personne qui s'opposait à l'UDPS, à leur manière de faire, à l'accession au pouvoir que nous avons appelé hold-up électoral deal, toute personne qui s'opposait était automatiquement sur son dos ou sur son front, on collait un triptyque en termes de mots, c'est-à-dire qu'on avait tribaliste, jaloux et haineux. Donc, c'est intéressant aujourd'hui de constater que là, ils reviennent encore avec ces jargons des tribalistes, alors qu'eux devraient effectivement, au lieu d'aller dans une forme de victimisation, parce que nous qui sommes à la base Kassaïens et autres, nous connaissons les réalités de chez nous, nous qui sommes de Kinshasa, nous qui sommes de Bandundu, nous qui sommes de Katanga, les gens ont des problèmes. Et en soi, quand vous êtes gouvernement, vous êtes exécutif, vous regardez les problèmes des gens et les solutionner. C'est dans ça qu'on les attend. Ce n'est pas dans aller relever ceci, cela. Non, nous, on est dans notre rôle. On dit des choses telles qu'ils sont, mais eux, ils devaient être dans leur rôle de dire, écoute, nous sommes l'exécutif, nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas cette espèce d'exode. D'accord, nous devons trouver des solutions au niveau local. Aujourd'hui, Mais ils disent que l'exode, ce n'est pas seulement réservé à une tribu. Mais non. L'exode, il y a même les Bayaka, il y a même les autres qui viennent ici mais très bien. À Kinshasa. Pourquoi seulement cet exode viserait juste seulement Mais non, mais très bien. C'est-à-dire que, mais vous revenez encore. Est-ce que dans ces discours, il y a le mot tribu Luba? Ça n'existe pas. Alors, mais pourquoi ils se sont sentis concernés? Mais non, pas la tribu qui sait. Pourquoi ces individus-là se sont sentis concernés? Oui. Je vous ai dit que dans leur jargon, dans leur instinct, naturellement, dès que vous commencez à poser des problèmes liés à la gestion, dans leur responsabilité, ce qui relève de leur responsabilité, ces gens se réfugient et se victimisent. Et ils pensent que c'est une stratégie. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'infrastructure. Aujourd'hui, pour résoudre ces genres de problèmes, vous allez voir, vous dites, il y a Exode, il y a les Bayaka. Ici, plateau des Bateke, nous qui n'arrivons plus à accéder dans nos lopins de terre, là où on cultivait, là où on pouvait se dire que même dans notre chômage déguisé, au moins on entreprend des choses. On n'arrive plus à accéder. On va dire quoi? L'insécurité avec les Mobondo et autres. C'est un fait réel. Les dire que les gens qui habitaient cette partie, ou ceux qui sont même à l'intérieur, qui ont fui, aujourd'hui, vous avez à peu près 7 millions de déplacés internes. C'est un fait. L'insécurité, qu'est-ce qui tue les gens à l'intérieur des camps des réfugiés? On a quoi? Que ce soit les maladies, la famine, le viol, et ainsi de suite. Ces gens sont abandonnés. Donc, relever ces cas deviendrait des... Non, non. C'est dire que vous avez cette responsabilité. Vous savez, au fond, un jour, moi, si on me pose la question aujourd'hui, que retenez-vous clairement de la gestion de M. Tshisekedi? Je vais vous dire le président Tshisekedi. Je vais dire, mais c'est aussi un monsieur. Non, j'ai dit du président Tshisekedi. Mais vous avez le droit de dire ce que vous dites. Moi, j'ai le droit de dire ce que j'ai dit aussi. Vous dites monsieur. J'ai dit monsieur. Mais le président. J'ai dit monsieur Tshisekedi. Mais pourquoi vous ne dites pas président? Mais pourquoi vous voulez me faire dire ce que vous voulez? Monsieur le président, non? Mais j'ai dit monsieur Tshisekedi. Et le président, ça ne vous tente pas? Je recommence encore. Peut-être que vous voulez que je continue ce que j'étais en train de dire. Allez-y. J'ai dit monsieur Tshisekedi. Le président de la République. Chef de l'État. Si on me pose la question aujourd'hui de la gestion
de ce que je retiens de la gestion de M. Tshisekedi, Oui. je vais répondre exactement ceci, en disant que, en lieu et place de la diversification de l'économie, on a plutôt eu l'effectivité des prétextes, la diversification des prétextes, pour ne pas faire ce qu'il est censé On faire. revient. Je vous reviens dans 2 minutes. La dernière livraison d'informations, quelques donc flash info. Jean-David, mesdames et messieurs, bonjour. Place à la dernière livraison d'informations. Une série d'ordonnances a été lue hier jeudi à la chaîne nationale congolaise par la porte-parole du président de la République, Tina Salama. Félix Tshisekedi a nommé Jean-Paul Moukolon Kokesha, procureur général près le Conseil d'État, en remplacement d'Antoine Félicien Iluta Ikombe Yamama. Bouégine Tentele ou Antetele, nommé première présidente du Conseil d'État. De l'autre côté, Mokemaele est nommé procureur général près la Cour de cassation. Marthe Odion Nonde et Aristide Kayundonguru, nommé juge à la Cour constitutionnelle dans la compagnie Congo Airways a désormais un nouveau directeur général. Il s'agit d'Alexandre Mukendi Chikala et Mamichon Pochi est maintenu à son poste de directrice générale adjointe. Bienvenue Moyango Mamungo, nommé à la tête de la SNEL SA, et l'Afridex est désormais dirigé par Serge Bokona et Kondonda. La RDC commémore ce vendredi 17 janvier 2025 la mort du Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, assassiné il y a 64 ans à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi au Katunga. Il est l'un des pères de l'indépendance du Congo et l'une des figures emblématiques des indépendances africaines. Dans l'est du pays, 37 ex-otages du rebelle ADF ont été remis à la société civile de Béni ce jeudi 16 janvier dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. La cérémonie a été facilitée par le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord devant certaines autorités compétentes. Ces ex-otages étaient enlevés par les assaillants en majorité dans les camps en pleine activité champêtrées, notamment à Béni, Lubero, Irumu et Mombasa en Ituri. Au-delà de nos frontières, guerre au Moyen-Orient, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé vendredi être parvenu à un accord sur la libération des otages détenus dans la bande de Gaza, ajoutant qu'une réunion de cabinet de sécurité était prévue dans la journée pour approuver l'accord. Tous ces grands titres vous seront développés dans notre édition des 13h avec Bétrine Kenge à la présentation. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kilolo dans la tranche matinale. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd. Puis Gérard te salue. Bonjour, puis Gérard. Il dit seulement Lexus légal. Ouais, bonjour, Voilà. puis Gérard. Alors, vous avez dit, vous aviez retenu juste des inquiétudes de la part du président Félix Tshisekedi, que vous ne voulez pas d'ailleurs citer. Mais je le cite, j'ai dit Monsieur Tshisekedi. Pas Je le ne vois pas président. pourquoi. Écoutez, moi ça ne me pose aucun problème, mais au moins respecter ce que je suis en train de dire. Et je parle de sa gestion, donc il y a quand même quelqu'un qui est à la tête. Oui, mais donc il est président. Vous voulez que je recommence la phrase que j'ai dit tout à l'heure ou c'était pas J'ai bien, dit, mais quand bien même, il est intégré? président. Bah, je recommence la phrase pour votre plaisir, parce que je sais qu'elle vous a fait plaisir. C'est-à-dire de ce que je retiens de la gestion de M. Tshisekedi, c'est en lieu et place de la diversification de l'économie, c'est plutôt la diversification des prétextes qui est effective. Ça fait quoi de citer Tshisekedi président? Ça fait quoi de citer la fonction, sa fonction? Je cherche toujours l'objectivité dans ce que vous êtes en train de dire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même un grand jour. On est le 17 janvier. Martin c'est petite Fayulu, vous chose. l'appelez président? C'est le président de mon parti. Il a été le président élu aussi. Président élu en 2018. Ah bah ouais. Où est le problème? Continuez, enfin, mais je comprends très bien où vous voulez en venir, mais je suis j'ai très dit, à l'aise avec ça. En 2018. Parce que pour nous, Mais il y a un président qui est là. il y a un simulacre d'élection qui s'est passé en 2023. Nous l'avons dénoncé immédiatement. Et celui qui est là, c'est un président que vous ne citez pas. C'est qui le président de l'UDPS? Le président de l'UDPS. Oui. Mais l'UDPS, jusqu'à n'a pas de président.
Ah oui? Non? C'est parti, n'a pas de président? Non, pour le moment. Merci beaucoup. Il y a Enfin, un c'est président déjà bon. AI. C'est déjà bon, ça va, c'est déjà bon pour moi. Alors maintenant, puisque j'ai répondu à votre question, c'est qui le président de la RDC? Je recommence ce que je vous ai dit. Non, On est les 17 janvier. J'ai dit, c'est qui le président de la RDC? On est les 17 janvier. J'ai le choix de mes réponses. Vous avez le choix de vos questions. Alors, les 17 janvier. Les 17 janvier. Vous avez bien dit. 64 ans après l'assassinat de Lumumba. Qu'est-ce que vous retenez de Lumumba? Ce que je retiens de lui est que tout ce qu'il disait jusqu'à présent est arrivé. Et nous sommes au bord de cela. Au bord. Qu'est-ce qu'il a bord dit? de la balkanisation du pays qui a été son combat, qui est aujourd'hui un grand combat pour M. Martin Fayoulou. Les gens le voient et les gens le comptent. Et même le président de la République est en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas balkanisation. Alléluia. La guerre dans l'Est. Alléluia. Il est en train de se battre Alléluia. bec ongle. Alléluia. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats, l'efficacité. Nous sommes le Congo de Lumumba, quelqu'un qui a consacré une bonne partie de sa vie pour l'unité de ses pays, quelqu'un qui a donné son sang, c'est-à-dire Elias, Okitasombo Elias, son vrai nom parce que beaucoup de gens oublient. Moi j'ai toujours dit que si on les commémore, nous devons aussi commémorer en même temps M. Maurice Mpolo et Joseph Okito. C'est très important. Il y en a eu beaucoup, mais les trois ont subi à peu près le même sort et nous ne devons jamais perdre de vue qu'aujourd'hui c'est une grande journée. Tout à l'heure j'étais dehors, je vous entendais parler avec notre ami qui était ici dans le plateau. J'ai beaucoup apprécié un certain nombre de choses que vous avez dit, mais d'autres, par exemple, quand vous avez évoqué la situation des dates que l'on pourrait cumuler parce qu'il y a trop de jours fériés. Bon, moi je suis un tout petit peu dubitatif. Toutes ces personnes sont mortes pour le Congo, chacun a sa date, et je crois que pour nos enfants, pour l'éducation, il est important que ces dates soient commémorées de la manière, le jour où réellement il y a eu ces atrocités-là. Après, économiquement parlant, ça c'est autre chose. On pourrait réellement se poser des questions et qu'en réalité, si les choses étaient bien faites, nous n'aurions pas pu entrer dans ces débats des dires fusionnés parce qu'en l'état, avec la manière dont les choses sont en train de se passer, ça ne changerait pas grand-chose économiquement que l'on fusionne ces jours ou pas. Donc, il vaut mieux laisser les choses. C'est dans notre culture, c'est notre patrimoine et nous devons commémorer cela pour pouvoir souder ces pays et donner de l'enseignement à nos enfants et leur dire qu'il y a eu ces hommes-là et vous avez des grands hommes qui ont marqué l'histoire de ces pays. Alors, Lumumba, il est là. Vous avez dit, je ne sais pas, vous avez été un peu beaucoup plus pessimiste. Dans quoi? Quand vous dites tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a prédit, c'est qui est arrivé. Non, c'est ce qui est en train d'arriver. Comment ça? Mais attends, vous avez aujourd'hui plus de 130 localités, du moins le décompte que l'on a fait le 30 décembre, qui se trouve, je me réfère au discours du président Martin, son allocution du 30 décembre 2024. 130 localités sont entre les mains des gens qui agressent notre pays. C'est comme ça qu'il faut voir les choses aujourd'hui de manière claire. Donc, à partir de là, lui, Lumumba, qui a énormément lutté contre la balkanisation, aujourd'hui, oui, notre armée est en train de se battre, je m'en réjouis. Tout ce que l'on veut, c'est la victoire, c'est-à-dire que l'on regagne, que l'on restaure l'intégrité territoriale de notre pays. Et aujourd'hui, quand je vous ai parlé de similitudes, par exemple, avec M. Martin, ce qui est très simple, le 30 juin dernier, déjà, il proposait vraiment, c'est-à-dire on ravale tout notre orgueil et autres, il proposait une cohésion nationale pour que l'on fasse... C'est-à-dire un dialogue? C'est-à-dire, oui, un dialogue de forces vives de ces pays, c'est-à-dire un dialogue entre parties prenantes pour qu'on essaie de trouver une solution que nous, on appelle le processus de Kinshasa. Nous voyons qu'à Nairobi, il y a eu un refus catégorique de parler avec les groupes armés. Tant mieux, il n'y a pas de problème par rapport à nous. Et nous avons vu qu'à Luanda, les choses n'évoluent pas, mais qu'au niveau du front, les choses sont en train d'évoluer de manière négative. Et dans ça, énormément de déplacés de guerre avec la souffrance qui va... 6 millions de déplacés internes. Qui va avec une souffrance infra-humaine extraordinaire. Mais pourquoi vous ne vous alliez pas au président pour l'intégrité territoriale? Très bien, mais vous venez de dire, nous ne cherchons pas à nous allier, il a déjà énormément d'alliés, il a l'union sacrée, mais par contre, nous cherchons la cohésion nationale, ce qui est quelque chose de très différent, c'est-à-dire que je vous donne un exemple, par exemple, ce que nous appelons une cohésion nationale sur base de la vérité et la réconciliation. Pour nous, vous avez par exemple, bien sûr, M. Tshisekedi doit être là pour que l'on puisse parler, M. Kabila, M. Katumbi, vous voyez, vous avez un certain nombre de noms de ces gens qui doivent se mettre autour d'une table
pour pouvoir discuter ensemble et ayons une position. D'accord? C'est ce que nous appelons le processus de Kinshasa, sous l'égide de nos pères spirituels. Nous sommes totalement ouverts par rapport à ça. Mais par contre, c'est lui, M. Tshisekedi, qui avait dit que pour lui, il n'y a pas de crise, donc il n'y a pas forcément l'opportunité de ces pourparlers. Alors que, quels sont les thèmes, par exemple, que l'on peut évoquer? Parce que nous avons aussi donné des thèmes. Et parmi les thèmes, le tout premier, c'est la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Et ces dialogues, c'est quoi? C'est pas pour le pouvoir, c'est pas pour que nous ayons une portion du pouvoir, parce que ça ne nous intéresse pas. Nous devons nous préparer pour les élections de 2028. Mais tout simplement pour que nous puissions nous parler entre nous. Parce que si nous réussissions le processus de Kinshasa, tout le reste va aller de soi. Quelqu'un m'a dit, mais comment en êtes-vous aussi sûr? J'ai dit, mais si nous ne sommes pas aussi sûrs, quelle est l'alternative? Aujourd'hui, chacun dans son camp, chacun est en train de faire ce qu'il fait, l'exécutif est en train de faire ce qu'il est en train de faire, avec quel résultat? Mais là, ce qui bloque dans votre processus, c'est que vous excluez les groupes armés. Bah écoute... Contrairement au docteur Mukwege, pour lui, il dit s'il faut négocier aussi avec les groupes armés. C'est-à-dire que ce n'est pas une exclusion. Vous avez aussi la position du gouvernement par rapport à ces questions. Nous disons que nous ne prononçons pas pour ou contre. Nous disons, nous nous mettons ensemble, d'abord au départ, avec ceux qui n'ont pas pris les armes. Et à l'intérieur, bien sûr, il peut y avoir des commissions. Par exemple, pour le sujet, le terme, en ce qui concerne le terme de référence, la restauration, par exemple, de l'intégrité territoriale. Les gens vont se réunir, mais il y aura des commissions. Et dans cette commission, il faut qu'il y ait une commission qui travaille sur la position commune que l'on doit adopter face à cela. D'accord? Et au sorti de ces assises, bien sûr que nous aurons une position commune et à ce moment, nous allons exposer cette position. Oui, mais vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, vous ne le dites pas clairement. Non, là je vous le dis clairement. Non, c'est-à-dire que vous ne le dites pas clairement qu'il fallait négocier avec les groupes armés parce que déjà, on vous a donné un quand schéma. Il y a cette commission, la commission sera butée à la difficulté. Elle dit que, ok, intégrité territoriale, il y a de l'autre côté les groupes armés, il faut aller le voir. Quand vous avez le rapport des Nations Unies qui démontre noir sur blanc l'implication du Rwanda, vous faites quoi? Vous allez aussi dire qu'il faut inviter le Rwanda dans ça? Plus de 4000 soldats sur notre territoire? À un moment donné, je suis en train de le dire. C'est un dialogue avec le parti prenant. Je venais de citer un certain nombre. Sur base de la vérité et de la réconciliation, avec un certain nombre de thèmes, jusque même à certaines réformes qu'il faut éventuellement mener, surtout en ce qui concerne des réformes électorales. Mais à l'intérieur, très vite, nous allons avoir une position par rapport à cela. Et ça sera une position d'ensemble. Parce que nous pouvons donner notre position clairement. Nous parlons d'abord de trouver le moyen de faire une cohésion nationale. En juin, le 30 juin dernier, quand M. Martin s'est prononcé la première fois par rapport à cette solution, vous savez les gens qui ont torpillé au départ cette solution en disant « Ah non, il est en train de vouloir donner des béquilles à M. Kabila ». Il a repris la même chose au mois d'août dernier, quand il s'est retrouvé à Chicago pour la convention du Parti démocrate. Il en a encore fait l'appel. Il en a encore repris dernièrement sur France 24. Mais il a montré sa disponibilité. Aujourd'hui, regardez la polémique autour d'un rendez-vous probable avec de M. Martin Fayulu et M. Kabila. Vous voyez comment ça fait jaser. Alors que depuis le début, nous nous montrons disponibles. Vous êtes favorable à rencontrer Kabila? Nous disons dans le cadre de ce que nous avons dit, de dialogue, mais nous sommes déjà disponibles à rencontrer tout le monde. Et nous avons demandé à nos pères spirituels de pouvoir rendre cela effectif. Nous n'avons pas de problème. Ce n'est pas un problème personnel. Aujourd'hui, nous devons taire nos divergences. Vous avez pardonné Kabila? Je recommence. Nous devons taire nos divergences pour parler Congo. Nous devons taire nos divergences parce que le danger qui guette. Aujourd'hui, combien de gens parlent encore de Bunagana? Et tout à l'heure, nous avons parlé de 6 ou 7 millions de déplacés internes. Et c'est mal. C'est mauvais de continuer à rester sur des positions figées alors que le pays est dans ce qu'elle est. Nous nous sommes toujours montrés ouverts. Rappelez-vous de la proposition de sortie des crises que l'on avait fait à l'époque. Qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'est-ce que l'UDPS a dit? Ah non, il n'y a pas besoin de qu'il ramène sa proposition. Je crois que c'est M. Tshisekedi qui disait qu'il ramène au niveau au Parlement. C'est un député, ils peuvent aller discuter là-bas. À chaque fois, M. Martin, que certains veulent cataloguer de radical ou autre, c'est toujours montré disponible. Mais c'est les autres qui de temps en temps ne comprennent pas. Mais là, il ne s'agit pas des individus, là, il s'agit de notre pays.
Et nous devons taire pour avoir une position pour que cette fois-ci, nous réglions ce problème une fois pour toutes. Si M. Tshisekedi, qui est censé partir et qui partira en 2028, part et laisse le pays dans cet état, c'est lui qui viendra. Il va passer tout son mandat à se battre sans prendre en compte le problème social, le problème lié au développement de ces pays. Voilà. Donc là, il faut certainement dialoguer. Il faut que l'on parle entre nous. Pourquoi M. Tshisekedi parle avec les gens à l'extérieur? Qui parlait encore il n'y a pas longtemps, il s'appelait des frères et autres avec M. Kagame et autres, et n'arrive pas à parler avec ses propres Ndeko encore ici au Congo. Comment ceci est possible? Alors vous ne voyez pas que dans ce dialogue, il y aura aussi la question des révisions constitutionnelles, que lui, le président Tshisekedi, veut à tout prix que ça soit aussi inscrit? Déjà, on ne sait pas si lui, on sait qu'il a refusé de pouvoir parler et on ne sait pas si lui, il a dit qu'il veut inscrire cette question lors de ses assises ou c'est vous qui portez sa parole parce que lui, il n'a jamais dit ça. Je vous dis, il y a... Restons dans le fait. Et il y a cette histoire des révisions constitutionnelles. Qui lui porte, pas dans un cadre où il voulait négocier avec. Mais est-ce que vous ne voyez pas, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez dialoguer, vous n'allez pas exclure des matières. Très bien. Nous, on a proposé ce qu'on a proposé. Vous n'allez pas exclure des matières? Il a le droit de venir avec... Mais déjà commençons par accepter le principe. On aura déjà beaucoup avancé. Si lui et les autres, aujourd'hui, qui se montrent, qui sont dans des initiatives, mais qui ne perdent pas de vue qu'à la base, c'est M. Martin qui propose l'initiative de la cohésion nationale. Mais non, chacun peut faire ce qu'il fait. Nous ne sommes pas en train de revendiquer quoi que ce soit. Mais si M. Tshisekedi, qui avait refusé cela l'année passée, se montre ouverte à cette démarche et dit « Ok, je souscris » et qu'il ramène ces termes de référence, peut-être, oui, mais why not? On peut parler. Mais c'est que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Quelle est l'opportunité de changement de la Constitution? Non, lui ne parle plus de révision depuis lors. Quelle est l'opportunité? Qu'est-ce que cette Constitution l'empêche de faire? Ça a retardé à former le gouvernement. Je vous ai répondu tout à l'heure pourquoi le gouvernement a été retardé. La formation du gouvernement a été retardée. Parmi les raisons, parmi les explications, le nombre de machines incalculables qui se sont retrouvées. Au niveau des gouverneurs, il y a cette léthargie. Les assemblées provinciales. Maintenant, expliquez-nous, avec une majorité écrasante, excusez-moi, on va aller vite parce que je sais qu'il y a le temps, par rapport à cette question, comment vous pouvez expliquer, avec une écrasante majorité, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit dans l'Assemblée nationale ou au niveau de province, avec l'écrasante majorité de ces gens de l'Union sacrée, ils se retrouvent toujours dans l'incapacité de pouvoir faire en sorte que ces provinces soient bien gouvernées. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Au nom de l'évolution des choses, ils aimeraient assez qu'on adopte la double nationalité qu'au lieu de l'unicité de la nationalité. Et c'est ça qui doit, comment je peux dire, c'est ça qui, l'exclusivité de la nationalité congolaise, et c'est ça qui doit être l'opportunité de pouvoir changer la Constitution. Parce que ça peut, l'article 218 lui donne l'initiative aussi dans la révision de la Constitution. Mais il n'y a plus débat, puisque eux, la volonté principale, c'était de toucher à l'article 220. Tout ça sont des prétextes. Et donc, dès le moment où ils ne peuvent pas accéder à ça, ils disent qu'il faut changer la Constitution. Parce qu'ils parlent aussi de certaines institutions qui sont budgétivores, à l'instar Mais ça, c'est le train de vie des institutions. À l'instar du Sénat, très bien. à l'instar de... Mais ça c'est dans le budget. Le Sénat et autres, enfin l'Assemblée nationale et autorité budgétaire, il suffit juste de regarder là-dedans et de rentrer et de dire non, c'est pas possible. On va faire priorité, par exemple, à l'investissement intérieur et on va arriver... Mais ils veulent supprimer les Sénats. Mais écoutez, supprimer les Sénats ou pas tant que les salaires seront ce qu'ils sont. Tant que lui-même, alors que je vous ai parlé de 6 ou 7 millions de réfugiés internes et déplacés internes, et que dans une conversation comme ça, avec les gens de sa majorité, repromettre encore de nouveau des jeeps, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vous parlez de l'État, de train de vie de l'État, et en même temps, vous-même, vous êtes en train de continuer à offrir des cadeaux à des gens qui sont déjà surpayés. Alors, pour développer les pays, ils n'ont pas besoin d'un binôme, c'est-à-dire un Premier ministre, président, juste un président. Jusqu'à-là, vous êtes dans le périphérie. Vous n'êtes pas dans le cœur de la chose. Est-ce que tout ça a besoin de changer la Constitution? Mais c'est l'une des raisons évoquées. Mais non, mais attends, mais ça peut se faire dans le cadre d'une révision. Et ça peut se discuter. Et si c'est là,
Si cela va ramener le pain aux Congolais, si cela peut restaurer l'intégrité territoriale, parce que là, vous n'avez pas parlé, est-ce que dans tout ce qu'il y a à l'intérieur de la Constitution, il y a quelque chose qui manquerait dans la Constitution, ou du moins dans les prérogatives que la Constitution lui reconnaît, qui manquerait et qui lui empêcherait de faire quoi que ce soit? L'article 220, selon eux, c'est que la première année, ça prend beaucoup du temps. C'est-à-dire le président n'a que 3 ans. Alors 3 ans, c'est ça, voilà pourquoi on veut aller à 7 ans, voilà, il veut rallonger, que ça soit un mandat de 9 ans. Donc, du coup, il faut toucher l'article 220 et comme c'est verrouillé... Un mandat de 9 ans. Très bien, au moins vous venez de me dire que vous avez avoué maintenant... mandat de 9 ans. Mais un mandat de 9 ans, je peux même aller beaucoup plus loin, monsieur. Je l'ai dit dans une de mes pages. J'ai dit à monsieur Tshisekedi, qui a prêté serment, il y a maintenant une année, et vous connaissez le serment, c'est-à-dire jurer de défendre cette constitution, et là ça s'appelle la rébellion de la constitution, et du coup ça peut aller très très vite concernant l'article 64 alinéa 2, donc la mise en accusation, et qu'on comprend jusqu'à présent que c'est toujours pas fait. Moi je l'ai dit que, écoute, c'est beaucoup plus simple. Nous comprenons. Vous dites que le gouvernement, cette constitution empêcherait la formation de gouvernement, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, comment on peut balayer cette raison-là. Mais c'est très simple. Prenez tous ces soucis. Le souci lié à la Constitution. Sachant que pour nous, il n'y a pas opportunité. Mais prenez ces soucis, donnez ça à votre dauphin. Comme ça, en 2028. Dauphin? Le dauphin, son dauphin en 2028. Probable fils, non. Anthony. Pourquoi pas? Je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans ce genre de polémique. Il décidera à son moment. C'est lui, c'est son pouvoir discrétionnaire. Alors, prenez votre dauphin, remettez-lui, mettez dans son projet de société ces réformes-là, ou ces idées, même l'idée de changer la Constitution. Mettez-lui dedans. Comme ça, lui, pendant la campagne, il va les dire au peuple. Et si il gagnait cela, il gagnait les élections, si par miracle il arrive à gagner ces élections, en tout cas si on fait les réformes au niveau de la CENI, de loi et tout, loi électorale, et qu'il arrive à gagner, à ce moment on dira oui, mais le monsieur a été sincère, et même pour prêter le serment avant qu'il tombe encore dans ce que nous appelons aujourd'hui la rébellion constitutionnelle, avant qu'il tombe dans ça, peut-être que le mieux serait que le monsieur lui prépare son texte, s'il gagne, je le dis, qu'on prépare son texte de serment autrement. Comme ça, dès qu'il entre en matière, il va convoquer, il va faire les choses comme il faut. Parce que pour l'instant, c'est battre pour cela. Alors que vous avez 6 piliers, les engagements que vous avez pris dans votre programme pour ces peuples, ça vous prend beaucoup d'énergie et on perd beaucoup d'argent dans ça. Et on perd énormément du temps pour aller à la cohésion nationale et régler des problèmes sérieux de ces pays et surtout son intégrité territoriale. Ça a été ma proposition. Maintenant, si on prend, moi je serai l'homme le plus heureux. Voilà, merci beaucoup Lexus Légal, surtout de votre passage. C'est moi. Et je pense ça sera une série. Nous aurons le temps certainement de revenir sur beaucoup de sujets d'actualité, cette fois-ci avec la Mouka. Il n'y a pas que Prince Epenge, il y a aussi Lexus Légal, il y a tant d'autres. Nous voulons un peu diversifier. Cette année, vous aurez tout le temps. Lexus il sera avec nous pour différents sujets. Merci à vous. C'est moi. Merci.